Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez en direct de Marseille où se tient pendant 2 jours le 87e congrès de l'Assemblée des départements de France. Un congrès qui a débuté ce matin, congrès que viendra conclure le Premier ministre Édouard Philippe demain matin. Ce sera à midi, son discours sera à suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. Et cet après-midi, au menu des débats de ce congrès, la question des finances des départements. C'est aussi le thème de notre débat ici, la table ronde sur les finances. Vous pourrez la suivre sur notre antenne à partir de 17h. Mais en attendant, je vous présente les invités qui me font le plaisir d'être sur ce plateau pour débattre de cette question financière. Stéphane Troussel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président socialiste du conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Jean-Léonce Dupont, bonjour. Vous êtes le président UDI du conseil départemental du Calvados. Jean-François Gaillard, bonjour. Vous êtes aussi UDI, président du conseil départemental de l'Aveyron. Et enfin Bruno Faure, bonjour. Vous êtes le président Les Républicains du conseil départemental du Cantal. Merci à tous les quatre d'être avec nous. On va bien sûr parler des sujets qui vous préoccupent, le financement des allocations individuelles de solidarité, cette question des mineurs étrangers isolés. Mais avant cela, on entend ce matin la colère des présidents de département, colère portée par Dominique Bussereau. Est-ce que vous avez l'impression que dans plusieurs domaines, l'État se décharge sur vous, Stéphane Troussel ? Oui, clairement, depuis maintenant plus de 10 ans, ce sont les départements qui assument au nom de l'État les 3 principales allocations de solidarité nationale que sont le RSA, l'allocation pour l'autonomie des personnes âgées et la prestation de compensation du handicap. Et nous sommes arrivés au bout du système de financement de ces 3 allocations puisque maintenant c'est le cœur de nos politiques publiques. Les politiques publiques, y compris que nous mettons en œuvre dans nos départements en fonction des choix de nos électeurs, que nous sommes obligés de remettre en cause pour payer ce qui relève de la solidarité nationale. Et donc, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que l'État ne cesse d'édicter un certain nombre de règles pour contraindre les collectivités locales pour payer ses propres déficits. Et ça suffit maintenant. Donc nous ne demandons pas à être mieux traités que d'autres, mais tout simplement traités correctement eu égard justement à cette solidarité nationale que nous assumons de plus en plus à sa place. Jean-Léonce Dupont, vous partagez le ras-le-bol exprimé à l'instant par Stéphane Troussel ? Oui, si vous voulez, il y a un ras-le-bol, il y a d'abord un sentiment d'injustice. C'est-à-dire qu'on semble nous associer dans un certain nombre de critiques à en réalité ce qu'est la problématique de l'État. Si vous regardez sur les 20 dernières années, l'État français n'a pas présenté un seul budget équilibré. Et il a même atteint des déficits qui pouvaient dépasser les 3%. Et dans le même temps, nous sommes, sur l'obligation d'avoir des budgets équilibrés. Depuis des années, l'État français emprunte pour payer son fonctionnement. Nous sommes dans l'interdiction. Et on a l'air, entre guillemets, de mutualiser la problématique et de faire croire qu'en réalité, les difficultés qui sont au niveau de l'État sont en partie de la responsabilité des collectivités territoriales. Et dans le même temps, l'État se décharge, comme ça a été dit, d'un certain nombre de responsabilités, et dans le même temps, il décide pour nous d'un certain nombre de dépenses que nous ne pouvons pas contrôler. Donc c'est un petit peu l'ensemble de ces éléments, si vous voulez, qui font qu'effectivement peut s'exercer un vrai mécontentement. Je voudrais dire néanmoins que dans ce contexte extrêmement difficile que vivent les départements, il me semble que depuis quelques années, nous sommes les collectivités territoriales qui ont montré le plus d'évolution, le plus de résilience, le plus d'agilité pour avoir capacité à répondre à cet environnement. Et donc il y a à la fois un mécontentement, mais à la fois, me semble-t-il, quand on nous regarde dans nos actions quotidiennes, des possibilités d'espoir dans cette capacité des départements à pouvoir résoudre des grandes difficultés. Bruno Faure, pour vous aussi, il y a cet espoir dont parle Jean-Léonce Dupont. Le lien de confiance entre l'État et les présidents de département n'est pas totalement rompu ? J'espère qu'il n'est pas rompu. Alors pour rebondir sur ce qu'ont dit mes collègues, effectivement, je crois qu'aussi les départements démontrent, et ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, démontrent effectivement leur capacité d'innovation et surtout l'échelon pertinent.
pertinent dans le développement du très haut débit sur les territoires, au niveau de l'enseignement, les collèges, effectivement, les espaces numériques de travail, ça c'est nous qui le faisons. Et donc l'État doit impérativement assurer sa charge, notamment concernant la solidarité nationale, parce que sinon il nous coupe, il nous siphonne en fait tous les moyens que nous devrions aujourd'hui consacrer, pour mon cas, aux Cantaliens. Et donc ça c'est absolument insupportable. Et il va encore plus loin, c'est qu'aujourd'hui il devrait même être plus présent en termes d'aménagement du territoire, d'autant plus dans des territoires ruraux. Jean-François Gaillard, l'État vous en demande-t-il trop? Oui, mais si vous voulez, vous trouverez 4 présidents qui seront d'accord les uns avec les autres. Parce que moi j'ai 2 convictions profondes en tant que président de l'Aveyron, en l'occurrence. Premièrement, c'est que le département est un échelon de proximité. Et que deuxièmement, les collectivités doivent s'administrer librement. Alors sur cette deuxième conviction, il faut dire qu'elle est mise à mal, parce que comme l'ont dit mes 3 collègues, si vous voulez, l'État se désengage sur nous pour assurer des financements qu'il ne peut pas lui-même assumer. Et donc, pour moi, et je suis persuadé pour mes 3 voisins, c'est une entaille dans cette conviction et ce principe que nous devons, c'est constitutionnel, nous administrer librement. Alors au cœur de cette question financière, le pacte financier que l'État veut signer entre l'État et les 319 plus grosses collectivités locales, dont les départements, un pacte qui limiterait la hausse des dépenses des collectivités à 1,2%. Est-ce que Stéphane Troussel, pour vous, ce chiffre de 1,2, il est tenable ? Bon, déjà, il y a un problème de méthode, parce qu'en juillet, le président de la République et le Premier ministre sont venus faire un grand discours au Sénat. Et à l'époque, j'avais comparé le petit numéro du président de la République et du Premier ministre à, vous savez, cette séquence du film du livre de la jungle où le serpent K dit à Mowgli « aie confiance, aie confiance ». Mais en fait, 3 jours après, cette confiance était immédiatement mise à mal puisque l'État décidait de ponctionner 300 millions dans les dotations aux collectivités locales. Il nous a rajouté, à la veille de la rentrée scolaire, la suppression des contrats aidés, la diminution drastique de la politique de la ville et un certain nombre de règles qui apparaissent dans le projet de loi de finances 2018 ou dans le document sur la trajectoire des finances publiques jusqu'en 2022 qui en fait mettent à mal cet état d'esprit de confiance, de respect entre l'État et les collectivités locales. Donc soit ce message n'était qu'un discours pour tenir en haleine les élus locaux, soit ça a du sens et dans ce cas-là, on se met clairement et sérieusement autour de la table des négociations. Mon collègue l'a dit, il y a un principe dans la République décentralisée, c'est notamment un article, l'article 72, les collectivités s'administrent librement, l'autonomie des collectivités locales. Notre légitimité aux uns et aux autres, elle est, moi je suis respectueux de la légitimité du président de la République, de son gouvernement et de la majorité parlementaire qui ont été élus dans la séquence électorale du printemps 2017, mais la nôtre, elle existe également. Il ne peut pas la balayer comme ça d'un revers des mains, comme ce nouveau président de la République semble le faire de tous les corps intermédiaires de ce pays. Donc, et puis quand même, il y a un paradoxe. Moi, j'entends le discours du président de la République, il faut lever un certain nombre de blocages, il faut transformer ce pays. Je pourrais même y croire. Mais il oublie une petite chose, le président de la République, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, tout gouvernement confondu, gauche et droite, comme ça, il y en a pour tout le monde. La puissance publique étatique s'est totalement désarmée. C'est totalement, c'est couper les bras pour agir avec ces outils puissants du point de vue de l'État. Aujourd'hui, la puissance publique, elle a besoin de l'intervention des collectivités locales en termes de services publics, en termes d'ingénierie, en termes de capacité, y compris de nouer des partenariats sur les territoires. Et donc cette idée que l'État seul pourrait décider et faire, c'est un contresens. Mais pour vous, c'est ça l'idée de ce pacte, c'est une forme de recentralisation ? À l'évidence, dans le projet de loi de finances, si les règles qui sont envisagées sont effectivement votées, oui, c'est la mise à mal de l'autonomie des collectivités locales. On va maintenant réintroduire le contrôle a priori du préfet sur nos budgets. On va réintroduire, on va nous imposer des règles d'or sur le financement de nos investissements. Bon, autant dire que la prochaine fois, c'est le préfet qui fait le budget d'un certain nombre de collectivités qui sont en difficulté financière, je le rappelle, sur ces indicateurs financiers et budgétaires-là, parce que l'État nous a transféré notamment la solidarité nationale. Jean-François Gaillard, pour vous aussi, ce pacte, c'est une forme de recentralisation finalement de la part d'Emmanuel Macron ? Oui, parce que rentrer dans le débat, rentrer dans la réponse à la question que vous posez, c'est en amont supposer qu'on accepte le principe d'une entaille, encore une fois, au principe qui veut que nous nous administrions librement, si vous voulez.
Et d'ailleurs, le 1,2 dont vous parlez, il est passé à 1,4, vous voyez, depuis. Donc on voit bien cette négociation, finalement, pour moi, j'ai du mal à y rentrer. Alors si j'y rentre, pour répondre à votre question, que recouvrent ces 1,2%? Comment peut-on imaginer qu'on puisse faire rentrer dans les 1,2 ou 1,4% toutes les allocations individuelles de solidarité qui nous échappent complètement en termes d'évolution? Complètement. Moi, j'ai du mal à rentrer dans ce schéma parce qu'encore une fois, si vous voulez... Quand vous dites que vous avez du mal à y rentrer, c'est-à-dire que pour vous, il ne faut pas le signer, le principe même de la contractualisation vous déplaît, c'est ça? Oui, parce que comme l'a dit le président de la Seine-Saint-Denis, si vous voulez, imaginez que le préfet de mon département, en l'occurrence de tous les départements, pourrait juger, enfin apprécier peut-être en opportunité ce que j'aurais décidé. Moi j'ai du mal à l'admettre. Quand on parle de décentralisation, faisons de la décentralisation. Jean-Léon Dupont. Oui, moi je trouve extraordinairement cocasse que ceux qui sont incapables de s'appliquer leurs propres règles sont en train de dire on va écouter, vraiment vous surveiller. Parce que, pour parler en chiffres globaux, sur la période qu'on vient de vivre, les collectivités territoriales représentent grosso modo 20% de la dépense publique. Ils ont fait le tiers de l'effort qui a été demandé. Et si on regarde de près, sur l'ensemble des vraies diminutions de dépenses publiques, ce sont les collectivités territoriales qui ont assuré l'ensemble de ces diminutions. Donc vous avez un État qui ne respecte pas ses propres diminutions et qui vient dire aux collectivités « Ah, attendez, je vais être là et je vais vous surveiller ». J'ai beaucoup d'admiration pour les préfets dans leur ensemble, mais quand même, c'est assez exceptionnel de penser que ce sont eux qui vont venir, alors avec la réserve du principe de l'autonomie des collectivités, qui vont venir dire aux élus « Écoutez, non, là, vous ne faites pas assez d'efforts ». Je ne sais pas si vous réalisez. Et alors, on nous parle d'1,2%. On nous explique peut-être que ça peut varier d'une collectivité. Naturellement, si tel devait être le cas, nous le souhaitons. Mais quand vous avez déjà 1,1% d'inflation annoncée, et qu'on vous annonce 1,2% d'augmentation possible, ça veut dire que la réalité, c'est 0,1%. Quand on regarde l'évolution des AIS sur les dernières années, on s'aperçoit que c'est une dépense qui croît de l'ordre de 3% en dépenses tous les ans, et ça représente les 2/3 de nos budgets. Rien que sur les AIS, sans compter le GVT, c'est-à-dire l'évolution des salaires de l'ensemble des fonctionnaires, sans compter les dépenses supplémentaires mises par l'État, rien que les AIS vont dépasser, vous le comprenez, les 0,1% réels d'augmentation. Donc oui à la discussion. Quand on parle de pacte ou de contrat, le contrat c'est quelque chose qui se partage, qui se discute, et c'est pas unilatéral. RSA et APA que l'État vient de décider d'augmenter, et c'est très bien pour les bénéficiaires, mais c'est lui qui l'a décidé et c'est nous qui allons payer. Voilà, effectivement, je crois que je vais corroborer tout ce qui a été dit jusque-là. C'est vrai qu'on parle tous d'une même voix. On ne le dit peut-être pas pareil, mais c'est exactement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de pacte ou de contrat, mais c'est l'État qui décide à notre place, avec des dépenses qu'on ne maîtrise pas du tout. Effectivement, les augmentations d'allocations, les grilles de lecture sont définies par l'État et en fonction des départements, on multiplie par un nombre de bénéficiaires, ce qui nous donne une dépense aujourd'hui. Donc concrètement, demain, il ne nous reste plus rien pour injecter dans des politiques publiques que nous pourrions avoir au niveau de l'ensemble des départements. Et moi, simplement un chiffre. L'État qui nous demande de faire des efforts devrait au département du Cantal 240 millions de compensations depuis la mise en place de ces allocations. Mais juste pour qu'on comprenne bien, parce que à vous entendre, on a l'impression que c'est le principe même du pacte qui vous dérange et que finalement, quelles que soient les annonces d'Édouard Philippe demain matin, eh bien, vous n'êtes pas prêt à le signer ce pacte. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que si demain Édouard Philippe fait des concessions, vous pourriez dire banco, on le signe? Moi, je ne lâcherai pas la proie pour l'ombre. Voilà. Donc c'est pas parce qu'il viendra demain matin avec quelques belles annonces, les plus belles soient-elles, que je signerai d'emblée n'importe quel pacte. Encore une fois, avoir un taux d'évolution de nos dépenses dont une grande partie de ces dépenses, nous ne les maîtrisons pas, ça n'a aucun sens. Encore une fois, tout à l'heure, on a eu un exposé sur la situation financière des départements et le spécialiste a bien montré qu'il y avait, sur un certain nombre de données,
de entre 10 et un tiers des départements qui étaient en grande difficulté financière. La situation de ces départements, c'est pas dû au choix politique, économique des majorités qui gèrent ces départements. C'est pas dû non plus, même je vais vous dire, aux baisses de dotation globale de fonctionnement. C'est dû essentiellement à la non-compensation par l'État des 3 allocations de solidarité nationale. Donc soit le Premier ministre vient demain en disant ce système-là est à bout de souffle, il faut reposer les bases du financement de ces allocations de solidarité nationale, soit les conditions de la signature de ces pactes ne sont pas réunies. On est en train dans ce pays, parce qu'il faut quand même dire ça, avec ce système de financement des allocations, on est en train d'abîmer la notion même de solidarité. Parce qu'aujourd'hui, ce mode de financement, il marche sur la tête. En gros, on demande aux pauvres de payer pour un peu plus pauvres qu'eux. Et après, on se demande pourquoi nos concitoyens ne veulent plus approuver l'idée même de solidarité. La République française, elle se distingue de tous les autres pays. C'est sa devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Il y a une passion française pour la solidarité et l'égalité. Il faut maintenant que ça se traduise dans les faits. Alors justement, cette question des allocations individuelles de solidarité, au premier rang desquelles le RSA qui coûte plus de 9 milliards d'euros au département. L'État n'en compense que 4,5 milliards environ. Vous demandez est-ce que les négociations reprennent entre l'État et les départements. Jean-Léonce Dupont, sur quelle base doivent-elles reprendre ces négociations ? Moi, d'une manière générale, je voudrais dire que j'aurais envie d'être confiant. J'aurais envie donc de faire confiance. Notre problème, vous l'avez compris, c'est que depuis le début des lois de décentralisation, ça a toujours en réalité été à sens unique. Je veux pas revenir même sur les décentralisations loi de fer, mais entre les montants compensés pour la prise en charge des collèges et la réalité de la dépense du département du Calvados pour les collèges, c'est un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que j'investis tous les ans 10 fois plus que ce pour quoi j'ai été compensé. Et petit à petit, on l'a toujours vécu. On l'a vécu sur les routes, on l'a vécu et également sur les allocations de solidarité. Donc, moi je suis tout à fait prêt à ce qu'on ouvre une discussion pour dire qu'on peut rentrer dans un processus de prise en charge et de prise en charge totale, car comme ça a été dit, c'est bien une solidarité nationale. Je ne demande pas du jour au lendemain, effectivement, la compensation, mais en tout cas une perspective pour faire que l'État qui est responsable de ces politiques de solidarité, qui décide du montant de ces politiques de solidarité, soit effectivement à prendre le reste en charge. Et donc, la base de discussion pour moi serait effectivement, même en perspective, donnons-nous les moyens d'assurer à cette prise en charge réelle. Est-ce que la question de la recentralisation va se poser ? Emmanuel Macron a dit lors de la conférence nationale des territoires qu'il était pour une recentralisation du RSA. Visiblement, les présidents de départements ne le sont pas. Jean-François Gaillard, pour ou contre cette recentralisation du RSA ? Je me permets de nous renvoyer collectivement au début de notre entretien, quand j'ai dit que pour moi, j'avais 2 convictions, c'est que les collectivités s'administraient librement, on en a parlé largement, et deuxièmement que le département était un échelon de proximité. On nous a confié l'insertion, on nous a confié les personnes âgées, les personnes handicapées. Donc moi, je ne conçois pas, ou je conçois mal qu'on puisse imaginer, si vous voulez, que ce soit nous, département, qui assurions et assumions cette compétence de proximité, y compris avec en termes d'insertion, et que ce soit quelqu'un d'autre qui paie, si vous voulez. Donc il faut que ce soit nous. Je reviens à ce que disait mon voisin. C'est-à-dire il faudrait que l'État, encore une fois je suis parfaitement d'accord, l'État assume ses responsabilités, c'est-à-dire finance ce qu'il lui-même lui-même en charge, si vous voulez. Voilà. Et alors, je voudrais dire également autre chose, si vous voulez, c'est que on n'a pas, je passe la parole à mon collègue évidemment, mais on n'a pas attendu que l'État nous demande de faire d'être attentif aux dépenses de fonctionnement. Vous voyez, ça fait un moment tous les 4 qu'on réfléchit aux dépenses de fonctionnement, à leur ralentissement. Donc là aussi, c'est un procès d'intention qu'on nous fait finalement. Bruno Faure, sur cette Effectivement, question. je crois que, comme je disais en introduction, le département est la bonne échelle, c'est la proximité. Je crois que tout ce qui est politique d'insertion ou de solidarité, nous avons des équipes qui sont opérationnelles. Ceci dit, l'État nous délègue la mise en œuvre, ce qui ne veut pas dire effectivement que c'est à nous de tout payer. Nous, on est capable de le déployer sur le terrain, mais la solidarité nationale doit être là, il doit assumer effectivement sa charge. Alors, que l'on en prenne une partie en charge, pourquoi pas, mais pas à des niveaux. Si effectivement le RSA, le taux de couverture, c'est à peu près 60%, sur l'APA qui touche les départements très ruraux, le taux de couverture est aux alentours de 30%.
Et c'est insupportable, bien évidemment, pour des départements qui ont peu de ressources également. Ceci dit, on est l'échelon, effectivement, de mise en œuvre, j'allais dire, le plus adéquat pour la mise en place de ces politiques de solidarité. Bruno Faure parlait à l'instant, Stéphane Troussel, de cette question de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. En termes de financement, cela prend de plus en plus de place dans le budget des départements. Est-ce que vous craignez que l'APA, en termes de financement, soit le futur RSA? En tout cas, moi, je suis dans une situation peut-être un peu différente de mes collègues, puisque je suis un département très jeune. Certainement, le département de la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France métropolitaine. Mais même s'agissant de l'APA, la caractéristique des personnes âgées en Seine-Saint-Denis, c'est que, bien d'abord, comme partout ailleurs, il y a un vieillissement de la population. Mais par ailleurs, les personnes âgées qui bien souvent restent dans un département populaire comme celui de la Seine-Saint-Denis, c'est souvent des personnes âgées qui n'ont pas les moyens de décider de partir un peu plus au sud, qui ont parfois eu des vies professionnelles et plus rudes, avec des ressources plus faibles. Et donc l'APA, par exemple, me coûte plus en reste à charge que mon collègue voisin des Hauts-de-Seine, qui pourtant a une part de population âgée plus importante que la Seine-Saint-Denis. Et donc oui, là aussi, on voit bien que ces questions, eh bien, elles se posent finalement partout sur le territoire national, puisque, encore une fois, leurs principes, les montants, les critères d'accessibilité relèvent d'une décision de l'État. Et c'est ça qu'il faut remettre à plat. Jean-François Gaillard, est-ce que dans un département comme le vôtre, le problème de l'APA va prendre le pas sur celui du RSA? Mais il le prend déjà largement, parce que l'Aveyron est le premier département en dépenses, évidemment, en APA par habitant. Donc, comme pour le Cantal, la compensation par l'État avoisine les 30%. Ça veut dire que 70% est à la charge du département. Le département de l'Aveyron a en prise en charge, si vous voulez, 45 millions d'euros par an qui nous manquent. C'est simple. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est que il y a 5 ans, on en parlait déjà. Il y a 5 ans, on disait couverture d'un 5e risque. Qu'est-ce qu'on va mettre en place, avec d'ailleurs plusieurs possibilités de prise en charge et où chacun peut amener des idées différentes. 5 ans après, le problème n'a pas avancé d'un seul pouce. Et c'est pourquoi je vous disais, quand dans les négociations qu'on peut avoir, moi je ne suis pas là pour dire qu'il nous faut une solution immédiate et intégrale, mais mettons en place des systèmes qui résolvent dans la durée l'évolution, la couverture de l'ensemble de ces allocations de solidarité. Alors, dernier mot peut-être sur ce sujet des AIS. Ceci dit, je vais tempérer un peu mon collègue. C'est des solutions immédiates. Le délai est compté. Pour bon nombre de départements, on a vu ce matin, il y a un tiers des départements qui sont en difficulté financière. Demain, je ne l'espère pas, mais il y en aura certainement plus. Et si l'État ne répond pas très vite, c'est-à-dire d'ici le printemps, en fait, à nos demandes, bon nombre de départements ne seront plus en capacité, effectivement, d'assumer cette solidarité et de verser ces allocations. Autre problème qui concerne les finances de votre département, c'est celui des mineurs étrangers isolés. Un problème qui prend de plus en plus d'importance. Stéphane Troussel, vous avez lancé un cri d'alarme. Vous avez écrit au gouvernement sur ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens d'accueillir correctement ces mineurs étrangers isolés en Seine-Saint-Denis? Mais là aussi, on est dans une situation complètement folle. Moi, on sera passé vraisemblablement d'un peu moins de 500 mineurs isolés étrangers, mineurs non accompagnés, à la fin 2015, à vraisemblablement 1200 à la fin de cette année, compte tenu du rythme actuel. Tout simplement, il faut dire la vérité à nos concitoyens, compte tenu des crises migratoires qui existent de par le monde, compte tenu à la fois des conflits, des violences, des épisodes climatiques extrêmes. Oui, cette question, des mouvements de population va se poser de plus en plus. La France, parce qu'elle est attachée à la solidarité nationale, la France, parce qu'elle a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, accueille ces enfants. Et je suis favorable à cette démarche-là. Mais enfin, tout de même, on se retrouve là aussi dans un système complètement fou. Donc nous demandons finalement des choses assez simples.
pour ce qui s'agit de ces enfants, la période d'évaluation et de mise à l'abri de ces enfants, à savoir déterminer leurs conditions, leur isolement, leur minorité ou leur majorité, et que pendant cette période de plus en plus longue, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, eh bien c'est l'État qui prend en charge. Et s'agissant ensuite, à partir du moment où il y a un juge qui a dit c'est un mineur et il est confié à la protection des services du président du département, eh bien les services de l'aide sociale à l'enfance départementaux prennent en charge. Mais là aussi, comme ils sont plus nombreux et le travail plus long à effectuer, eh bien il doit y avoir un accompagnement financier plus important sur cette deuxième phase de l'accompagnement de ces enfants. Alors sur ce sujet, Édouard Philippe demain matin devrait annoncer un plan de gestion des mineurs isolés. En attendant, eh bien, les départements doivent trouver des solutions. Je vous propose d'écouter Laurent Huguetto, c'est le président socialiste du conseil départemental de l'Ardèche. Et lui, eh bien, il fait appel aux familles de son département pour gérer ces mineurs isolés. On l'écoute. Au départ de ce dossier qui est un peu brûlant pour ce congrès de l'ADF à Marseille, le terme MNA est d'abord, derrière ce terme un peu barbare, c'est d'abord des enfants qui sont considérés et à considérer par les départements comme avec une prise en charge normale et digne de ce nom. Donc c'est ce que fait le département d'Ardèche comme les autres départements, notamment en accueillant à peu près 130 mineurs non accompagnés, des jeunes qui arrivent sur le territoire et qu'il faut accompagner, qu'il faut orienter et sur lesquels on a beaucoup de travail évidemment comme tous les autres départements. Surtout on essaie d'innover surtout sur la manière d'accompagner et notamment avec une nouvelle question qui est le parrainage et la mobilisation des Ardéchoises et des Ardéchois sur cette question-là, sur l'accueil des mineurs et de ces enfants qui ont besoin avant tout, je crois, de retrouver une sérénité. On arrive à avoir des gamins qui arrivent avec un sac plastique et juste leur nom, leur carte d'identité quand ils l'ont et toute leur vie est dans ce sac-là, quoi. Donc c'est quand même compliqué, c'est quand même dur. On demande à l'État d'assumer de toute façon cette première, je dirais, prise de cette rencontre, cette première rencontre avec le mineur et notamment sur l'évaluation qui est un moment difficile et sur lequel on a du mal quelquefois à rassembler les éléments. Donc on demande à l'État de se remobiliser sur cette question qui est de son domaine à lui, c'est régalien comme on dit, et puis ensuite sur une prise en charge d'une partie des dépenses engendrées par l'accueil de ces mineurs non accompagnés. Et l'Ardèche a besoin d'accompagnement de l'État parce qu'on a innové en mettant en place un comité de pilotage avec l'État et l'ensemble des services du département qui aujourd'hui travaillent en comité technique, comité de pilotage pour assumer ce rôle fondamental qu'a le département sur la solidarité. La terre d'Ardèche, où les Ardéchois sont une terre d'accueil, on accueille beaucoup et dans de bonnes conditions nos touristes et je trouve normal que les Ardéchois sachent aussi accueillir de bonne manière des jeunes qui n'ont pas demandé la situation dans laquelle ils sont. Jean-Léonce Dupont, on vient d'entendre Laurent Huguetto. Est-ce que c'est vraiment aux associations, aux familles de prendre en charge cette question? Encore une fois, est-ce que l'État ne se décharge pas sur vous? Non, je pense qu'effectivement, ça vient de la politique migratoire de l'État. Et comme ça a été dit, ne serait-ce que la prise en compte de la détermination de la minorité, ça devrait être une compétence de l'État. Je voudrais juste vous raconter ce que j'ai vécu il y a quelques jours sur la presqu'île de Caen, où un squat a brûlé. Et je reçois un coup de fil du préfet qui m'explique que, a priori, la majorité des personnes devraient être des mineurs, donc monsieur le président du département, vous vous occupez de l'ensemble. Voilà. Ça, c'est une réalité, mais concrète, immédiate. Et on s'aperçoit d'ailleurs que quand on essaye de déterminer le caractère de minorité, d'un département à l'autre, ça peut aller de 10 à 80%. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec une population donnée avec simplement 10% de mineurs sur la population considérée. Donc oui, je crois, il y a une nécessité absolue par l'État de prendre en charge dans l'immédiateté, de voir s'il y a effectivement un caractère de minorité, et pour les mineurs qui veulent rester, de demander au département, dans le cadre effectivement de nos compétences, de pouvoir les accompagner. Mais sachez que, sur les 35 jeunes qui étaient sur l'histoire que je viens de raconter, le lendemain, quand on leur a expliqué qu'on allait faire des tests, qu'on allait essayer de les accompagner, il en restait un. Parce que le but de ces 35, c'est de passer en Angleterre. Et donc la volonté n'est pas du tout, de pouvoir s'intégrer dans le tissu, qu'il soit humain, associatif, etc. Donc, cette problématique, c'est pas notre problématique à nous. Le problème de la gestion des flux, c'est pas notre problématique à nous. Qu'on détermine des enfants mineurs qui effectivement souhaitent rester et pour lesquels nous avons une responsabilité, là, dans ce cas-là, je dirais, il n'y a pas de problème. Mais justement, Édouard Philippe, demain matin, devrait annoncer que l'État prend à sa charge le temps pendant lequel la gestion, vous gérez ces mineurs qui ne le sont peut-être pas.
le temps dont vous avez besoin pour déterminer leur réelle minorité. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, ça, pour vous, Bruno Faure. C'est une demi-nouvelle, une demi-bonne nouvelle, puisque, comme ça a été dit, ces mineurs isolés viennent des flux migratoires, et la politique migratoire relève de l'État, simplement. Au-delà du côté financier, on l'a très bien vu dans le reportage, on est amené à prendre des solutions d'urgence. Il n'est pas forcément évident de faire accueillir des jeunes par des familles. Aujourd'hui, nous avons nos centres qui étaient faits à l'origine pour accueillir, enfin chez nous, des jeunes cantaliens ou des jeunes des départements avoisinants qui sont pleins. Voilà, comment fait-on aujourd'hui pour trouver des places? Alors voilà, on a des présidents qui trouvent chez des familles. Est-ce qu'on doit loger des jeunes dans des hôtels? Est-ce qu'on doit réquisitionner des hôtels? Tout ça, c'est à faire, mais c'est à faire dans l'urgence. Donc lorsque le Premier ministre va venir nous amener une solution, un début de solution, effectivement, il peut être financier, mais il n'est pas du tout dans les faits sur le terrain. Il reviendra toujours au département, visiblement, et on peut le regretter, de trouver des solutions d'urgence pour héberger et protéger ces jeunes mineurs. Stéphane Troussel, Édouard Philippe devrait faire des annonces selon toute vraisemblance demain matin sur ce sujet, et notamment sur la gestion de ces mineurs. Est-ce que vous trouvez vous aussi que c'est une bonne nouvelle ou une demi-nouvelle, comme vient de le dire à l'instant Bruno Faure? J'attends de voir. Chat échaudé craint l'eau froide. Vous savez, des annonces de prise en charge et de meilleure évaluation et de compensation, on en a eu tellement qu'avant de me prononcer, j'attends de voir quelle va être la réalité de la proposition formulée par le gouvernement. Moi, en Seine-Saint-Denis, face à cet afflux de plus en plus important, nous avons choisi d'avoir un partenariat avec la Croix-Rouge. Donc nous avons délégué à la Croix-Rouge et donc il y a un pôle d'évaluation des mineurs isolés géré par la Croix-Rouge et c'est le département qui en assume le financement. Ça serait une très bonne chose que la totalité de ce financement soit assurée par l'État, mais j'attends de voir, parce que s'il y a de multiples conditions, si il y a telle ou telle contrainte qui est établie, ça peut amoindrir l'annonce de demain matin. Donc on a été tellement habitué à ces effets d'annonce qu'on va attendre pour Eh bien, on verra ce qu'annonce Édouard Philippe demain matin. Très rapidement, Jean-Léon Dupont, on a plus le temps. N'oublions pas que nous avons ici une responsabilité civile et pénale. Et que donc c'est extraordinairement engageant. Et il faut que chacun en ait conscience. C'est bien noté. On verra donc ce que vous annonce Édouard Philippe. Ce sera à suivre en direct sur Public Sénat demain à midi. En attendant, je vous propose de voir les temps forts de la table ronde qui avait lieu cet après-midi, ici même au Théâtre de la Criée. Table ronde consacrée au sujet dont on vient de parler, les finances des départements. Et on se retrouve juste après avec notre invitée Jacqueline Gouraud. À tout à l'heure. Voilà, alors je me permets de vous rappeler, chers collègues, chers amis, l'ordre du jour de l'après-midi. Nous allons avoir une première table ronde, fera partie des 3 tables rondes de ce congrès, consacrée aux enjeux financiers des départements dans ce quinquennat. Donc la suite logique et évidente de nos débats et des interventions de la matinée. À 15h45, nous accueillerons Jacques Mézard, le ministre de la Cohésion des Territoires, que nous connaissons bien pour le rôle qu'il avait joué au Sénat en faveur des départements dans sa vie antérieure. Après l'intervention de Jacques Mézard, il y aura à l'hôtel Radisson, donc en sortant sur la gauche, 4 ateliers dans lesquels vous pourrez piocher. Un atelier sur l'économie sociale et solidaire dans la salle Lavande. Dans la salle Tain, c'est très joli, un atelier sur la transition numérique. À cette occasion, en présence de Madame Falque-Pierrotin, d'Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de la CNIL, nous signerons une convention de partenariat entre l'ADF et la Commission nationale informatique et liberté. Il y aura un troisième atelier dans la salle Romarin sur l'utilisation des énergies renouvelables dans nos politiques départementales. Et avec nos sportifs Patrick Vetten et Henri Néroux, la salle Estragon, un atelier sur les sports et les départements. Il faudra que tout ça se termine pile pour 18h10. Nous ferons une photo des présidents présents devant l'hôtel, sur fond du Vieux-Port, avant que la nuit ne tombe. Et à 19h, nous nous retrouverons au magnifique Mucem pour un cocktail et une visite privée du Mucem sur le foot. Nous sommes foot.
Et là interviendra Jacqueline Gouraud, qui déjeunera avec nous ce soir, qui dînera avec nous ce soir, qui est la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur. Et demain matin, je rappelle qu'on commencera plutôt à 9 h pour pouvoir accueillir le Premier ministre après nos 2 tables rondes. Voilà, première table ronde donc sur les enjeux financiers. Méfiez-vous, parce que Jean-René Le Cerf m'a dit qu'il allait observer tous ceux qui ferment les yeux ou qui dorment pendant la table ronde, et que dans les négociations financières, il s'en souviendrait. Comme c'est le président de notre commission des finances, il faut que vous soyez très attentifs. Jean-René, qui est à ma droite, va être rejoint dans un instant à ma gauche par Pierre Camani, président du département du Lot-et-Garonne, qui a présidé le groupe de travail sur les départements ruraux et les départements en difficulté. Et puis nous avons voilà, Pierre à ma gauche, pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons de placement, et aussi politiques d'ailleurs. Nous avons 2 experts, Michel Klopfer, que vous connaissez tous, qui est un consultant en finances locales, et Dominique Orens, directeur des études économiques et financières à l'Union sociale de l'habitat, qui est aux côtés de Pierre, et je remercie également beaucoup de sa présence. Bon, le contexte tension budgétaire, on l'a exprimé ce matin, le financement des AIS, les mineurs non accompagnés, le financement des SDIS a été évoqué par Kléber Mesquida, par Olivier Richefou, il aurait pu être aussi par Claude Léonard. Le très haut débit, on en parlera également demain dans la dernière table ronde. Tout ça, ce sont évidemment des sujets majeurs pour nous. Mais avant peut-être de donner la parole à nos experts, on va donner la parole à nos experts et à Pierre Camani, et ensuite bien sûr à Jean-René Le Cerf, je vais demander à Michel Klopfer de nous présenter les enjeux financiers des départements dans le nouveau quinquennat. Je crois qu'il a un document qui va également apparaître sur les écrans. Michel, merci de votre présence et merci d'ouvrir ce débat. Vous avez ici la situation de l'ensemble des départements. Alors c'est un graphique que je trouve assez intéressant à regarder, parce qu'on met en abscisse le taux d'épargne brute, avec une première frontière à 10%, et en ordonnée la capacité de désendettement. Et vous avez une zone verte, alors ce n'est pas une garantie tout risque, la zone verte, mais pour le moment, vous avez les 2 tiers des départements qui sont dans la zone verte. Mais vous avez quand même 1 tiers de départements qui sont aujourd'hui avec une épargne brute inférieure à 10%, c'est-à-dire dans une situation quand même de très grande vigilance. Et c'est la seule catégorie de collectivités qui est dans cette situation-là, donc c'est une situation particulièrement délicate. Vous avez aujourd'hui, puisque maintenant on va parler de ce que l'État prépare à proposer par le terme de contrat à l'ensemble des grandes collectivités, donc parmi lesquelles vont figurer bien entendu les départements, et s'y figurent tous, à savoir qu'il y a dorénavant, outre la règle d'or qui existe sur les déficits de fonctionnement, les déficits d'investissement et le compte administratif en déséquilibre, vous avez une procédure qui, si la loi de programmation des finances publiques est votée, va être mise en CGCT et qui va conduire à une intervention du préfet, de la Chambre régionale des comptes, pour redresser les comptes de départements ou d'autres collectivités, mais pour les départements c'est entre 9 et 11 ans, dont la capacité de désendettement viendrait à se trouver dans ce seuil ou bien entendu au-dessus. Ça signifie que si ça se passe comme ça, vous êtes tenu de présenter des orientations au DOB pour corriger le tir. Si ces orientations n'apparaissent pas probantes au préfet, il peut vous déférer. S'il les laisse passer, mais que l'année suivante, il considère que vous ne les avez pas tenues, il vous défère. C'est donc évidemment une remise en cause de la libre administration des collectivités locales sur ce plan. Vous avez donc aujourd'hui une dizaine de départements qui sont dans cette situation d'être sous les fourches codines du préfet. Alors j'en viens maintenant, bien entendu, à l'évolution des recettes et des dépenses. En matière ici de dépenses, vous avez les fameuses AIS, vous les reconnaissez, le RSA en bleu, l'APA en rouge, la PCH en vert. L'évolution moyenne entre 2013 et 2016, c'est-à-dire 3 exercices, 3,60% par an. Dont 5,2% pour l'APA. Pour le RSA, excusez-moi. Ce qui veut dire que, même en prenant en compte l'année 2016, qui a été marquée par un infléchissement des courbes, eh bien, on est quand même sur 3,60 de moyenne. Alors, la comparaison que je voudrais faire ici, sur ce dernier slide, c'est la comparaison de la courbe en vert qui est ici, qui représente, je reviens en avant, qui représente donc les AIS, avec 2 courbes qui peuvent susciter la convoitise des exécutifs locaux, qui sont la courbe de la CSG
et la courbe de la TVA. Or, vous voyez que la CSG et la TVA évoluent en gros de 2% par an. C'est quoi 2% par an? Eh bien, c'est sur les dernières années, l'inflation plus la croissance. Peut-être sera-t-on à 2,3 ou 2,4 en 2017, puisqu'on annonce une croissance du PIB en volume de 1,7%. Mais ça veut dire que même si vous aviez demain une fraction de CSG et ou de TVA, eh bien, ça signifie que vous n'auriez que à peine plus de la moitié de la croissance naturelle des AIS. Et je voudrais terminer par un dernier point qui n'a pas toujours été soulevé. Les régions, comme vous le savez, ont obtenu 4 milliards 160 millions d'euros de TVA. Cette TVA, et ça aussi c'est un article qui n'est pas tellement connu de la loi de programmation des finances publiques, sont encadrés dans une nouvelle enveloppe normée, que j'appelle les concours encadrés, qui doit progresser, tenez-vous bien, les chiffres sont noir sur blanc à l'article 13 de sa porte-bonheur de la loi de programmation des finances publiques, 0,2% par an entre 2018 et 2022. Donc les 4 milliards 100 qui ont été donnés aux régions, qui vont probablement progresser de 2,5% par an, vont contraindre d'autres postes de dotation d'État, de manière à ce que l'ensemble se retrouve à baisser par rapport à cette place qu'il faut laisser à la TVA. Et ce sera bien entendu la même chose si vous aviez un jour de la CSG ou vous-même de la TVA. Je vous remercie. Merci pour cette démonstration très claire. Tout ça fait l'objet d'un document, je ne sais pas s'il a été distribué, mais en tout cas qu'on pourra adresser naturellement à chaque département. Fait un petit clin d'œil à notre directeur général, Pierre Monzani, qui va s'en charger. Dominique Orens, avant d'écouter Pierre Camani et Jean-René Le Cerf. Bonjour à tous. Merci bien sincèrement de m'inviter à participer à votre congrès. Alors, cet été, quand vos organisateurs m'ont contacté pour participer à cette table ronde, ça m'a fait l'effet un peu d'un bain de jouvence, ou d'utiliser la fontaine de jouvence, parce qu'en fait, les premiers travaux que j'ai fait à DGCL, c'était sur les finances des départements. Donc, ça m'a rajeuni, j'étais très heureux. Et en fait, chaque jour qui passait, chaque semaine qui passait, en fait, je me suis rendu compte que le débat qu'on allait avoir cet après-midi ressemblait, sur bien des aspects, au débat que je suis en train de vivre maintenant au sein du monde HLM autour de la loi de finances. Donc voilà, vos organisateurs avaient vu juste il y a quelques mois. Je vais commencer juste par une anecdote. Comme je vous ai dit, j'ai commencé mes travaux à la Direction générale des collectivités locales et on m'avait confié un rapport sur l'évolution des dépenses d'aide sociale et des recettes transférées après la décentralisation. Voilà. Et ce rapport est resté unique. Alors unique, pas parce qu'il était aussi joli que ce que fait maintenant M. Klopfer, il est resté unique simplement parce que j'y constatais que les recettes avaient augmenté plus que la dépense. Oui. Les 2 premières années, ça avait fait ça, et c'est resté unique parce que depuis, ça ne s'est jamais revu. Alors, trêve d'anecdotes qui n'intéressent que moi, cette période m'a permis de vivre et de comprendre ce qui s'était passé au moment de cette décentralisation, et la réflexion autour des compensations pour financer les transferts de compétences, en fait, elles ont eu une dimension politique, une dimension comptable, et pas du tout une réflexion de nature économique. Alors pourquoi politique et comptable? Politique parce que la loi prévoyait que les transferts de compétences devaient être compensés, à l'époque c'était au franc près, et devaient être compensés pour moitié par des dotations, pour moitié par de la fiscalité. Et donc, il a fallu trouver des ressources fiscales qui permettaient de nourrir cette règle. Donc, c'était une démarche pragmatique. Il fallait trouver des impôts qu'on pouvait localiser et dont le rapport correspondait à peu près à l'argent qu'on cherchait. Donc, il n'y avait pas du tout de réflexion sur la nature de l'impôt transféré et pas du tout même de réflexion sur la logique de financement qu'on retenait. Et ça, je vais y revenir assez rapidement. Est-ce qu'on peut financer des dépenses d'aide sociale, des dépenses de solidarité par un impôt local? Là, on peut aller assez vite. Si on peut prendre une formule rapide, quelle que soit l'assiette, l'impôt sur les pauvres ne rapporte pas beaucoup. Oui, c'est un peu ça. C'est que là où il y a beaucoup de besoins, quand il y a des besoins de prestations sociales ou des dépenses de solidarité, c'est là où les ménages sont pauvres. Et donc, tout impôt sera peu productif.
Donc le principe même de la compensation de prestations sociales par un impôt local pose problème. Et la réalité rattrape si on regarde les droits de mutation. Les droits de mutation ne me paraissent, moi, pas du tout adaptés à une politique sociale. Évidemment, ils seraient bien mieux utiles pour participer à une gestion d'une politique du logement, pas de l'aide sociale. Enfin, la recette n'a rien à voir avec la politique menée. Les droits de mutation, ils ont un effet de cycle qui n'est pas du tout lié au cycle de la dépense d'aide sociale. Généralement, les droits de mutation vont plutôt bien quand l'économie va bien, et c'est pas ce moment-là où les dépenses sociales augmentent beaucoup. Et à l'inverse, quand les droits de mutation vont mal, baissent, les dépenses d'aide sociale ont tendance à augmenter. Donc les cycles ne sont pas cohérents. Et troisième point, évidemment, les droits de mutation ne sont pas du tout localisés à l'endroit où il n'y a pas plus de droits de mutation, là où il y a besoin de plus de prestations aux handicapés, aux personnes âgées ou vers les familles en difficulté. Alors, à défaut de revenir sur le principe d'un financement par l'impôt, on a beaucoup travaillé sur corriger ce qui marchait mal. Et comme les droits de mutation sont mal adaptés, eh bien on les corrige. On met un fonds de péréquation sur la masse, un fonds de péréquation sur l'évolution, etc. Et en fait, ça fait que d'apporter une moindre visibilité à la recette, parce que votre situation dépend un peu de celle des autres. Et puis ça fait beaucoup de mécontents, parce que les bénéficiaires, en fait, ils souhaiteraient toujours plus de péréquation, parce qu'ils sont en prise à des difficultés sociales. Et les contributeurs à un fonds de péréquation, ils considèrent que c'est très cher, ça devrait leur revenir, et pourquoi diable on leur prend? Et ça, je trouve que c'est pénalisant pour un mouvement comme le vôtre, comme un peu un mouvement comme le nôtre, parce que ces débats riches-pauvres, adéquation de la dépense ou pas, ça se transforme assez vite en bien géré, mal géré, et puis que tout ça, ça crée des tensions entre les gens. Et c'est pas très bon pour des mouvements comme les nôtres. Alors globalement, vous l'aurez compris, je pense que la solidarité nationale doit financer les dépenses de solidarité envers les ménages. C'est ce qui paraît être la logique. Et là, je vais faire le petit détour par mon actualité à moi. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? C'est exactement, je dirais, la reconduction d'une mauvaise idée. On est en train de dire une partie de l'APL, qui est une dotation de solidarité vers les ménages, va être prise en charge non plus par la solidarité nationale, par l'État, mais va être prise en charge par les organismes HLM, donc en fait par les locataires, donc en fait par des ménages modestes. C'est-à-dire on change une solidarité nationale par une solidarité de proximité. Voilà. Et donc ça va poser des problèmes pour certains territoires, là où il y a beaucoup de ménages qui bénéficient de l'APL, et puis ça va poser des problèmes à des organismes. Plus un organisme accueille des ménages pauvres ou modestes, plus il devra, je dirais, prendre en charge de l'APL, donc plus on pénalisera ses ressources. Donc vous voyez, le principe, c'est le même problème que pour l'aide sociale. Et puis sur les correctifs, actuellement on nous parle de compensation de ce phénomène. Et la compensation, il faut se mettre d'accord sur la masse, il faut se mettre d'accord sur les évolutions, sur la nature de la compensation. Donc vous voyez, le débat est exactement le même pour nous actuellement que ce qu'on peut constater. Et votre exemple prouve que ces débats sont fondamentaux, parce que l'histoire longue montre que ces décalages entre dépenses et recettes sont très importants. Donc vous l'aurez compris, puisque c'était la question qui m'était posée, est-ce que le financement de l'aide sociale départementale devrait relever peut-être plutôt d'un financement national? C'est plutôt ma conviction. Pourquoi? Parce que les recettes de l'État sont plus larges, plus diverses en termes géographiques, plus variées en termes de nature, et qu'en toute logique, l'État a une situation financière qui devrait lui permettre de gérer plus facilement que les collectivités les retournements de cycle. Il a un plus grand budget, etc., etc. Je dis normalement, parce que M. Klopfer l'a bien montré, actuellement, la situation financière de l'État n'est pas brillante. Donc alors, pourquoi ça bloque? On peut se dire, oui, tout ça, ça paraît bien logique. Pourquoi on n'en reviendrait pas à un financement par l'État? Un financement, c'est-à-dire que l'État prendrait une ressource et la redistribuerait aux départements. En matière d'aide sociale, les critères ne sont pas très difficiles. Il y a le nombre de personnes, il y a leurs revenus, donc il y a des critères assez faciles à trouver. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Et pourquoi éventuellement, je pense que vous n'êtes pas complètement preneur? Et c'est bien dommage, c'est qu'on n'a plus confiance en l'État, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que l'histoire récente des dotations de l'État montre qu'il ne respecte pas forcément ses engagements, qu'il ne paye pas forcément les dotations telles qu'on les attendait, qu'il revient en cours d'année sur un certain nombre de ses crédits budgétaires. Donc c'est cette situation qui rend, je dirais, de revenir
à un financement par l'État des dépenses d'aides sociales. Alors, ne vous trompez pas, quand je dis financement par l'État, ça ne veut pas dire recentralisation. La gestion des prestations du service, elle sera bien mieux toujours exercée par les départements sur le terrain. C'est vraiment une réflexion sur la nature de la ressource. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut trouver des idées pour consolider peut-être une contractualisation entre l'État et les collectivités locales qui soit un peu plus engageante? Alors, je ne suis pas juriste, mais malgré tout, il y a dans un certain nombre de domaines, quand il y a des contrats et qu'on ne les respecte pas, il y a des sanctions. Ça vous arrive tous les jours quand vous passez des contrats et que vous ne les respectez pas. Donc, une vraie contractualisation devrait contenir des clauses de protection envers les contractants, vers l'État s'il ne verse pas, et vers les départements s'ils ne respectent pas peut-être un certain nombre, je dirais, de qualités de prestations qui seraient attendues. Deuxième solution, de passer au-dessus de la loi, c'est-à-dire de constitutionnaliser peut-être les rapports. C'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays où la fraction, je dirais qu'une fraction des ressources de l'État soit attribuée au secteur local, eh bien c'est de nature constitutionnelle. Donc ça peut être une fraction en pourcentage, ou l'autre solution, une fraction en évolution, ce qui revient à peu près les mêmes. On contractualise dans la Constitution le fait que le niveau de progression des aides de l'État vers le secteur local. Donc, 3 pistes, là je passerai assez facilement ensuite la parole à des juristes, parce que la nature de tout ça c'est compliqué, mais je pense qu'il faut, pour en revenir à un financement par l'État de dépenses d'aides sociales, d'apporter de la solidarité nationale vers la solidarité locale, il faut consolider les processus. Alors bon, j'ai fait vite puisqu'on m'a demandé de faire vite, voilà, j'ai fini ma présentation, merci de votre attention. Et un deuxième merci aussi parce que beaucoup de départements et l'association ont manifesté leur soutien au monde du logement social et au mouvement HLM, donc c'est l'occasion pour moi de vous en remercier, c'est très précieux dans la période actuelle. Merci beaucoup. Alors, mon cher Pierre, tu as d'abord un exemple que tu vis chez toi de difficulté. Tu as animé au fil des semaines un groupe de travail des départements ruraux en liaison avec la commission des finances et Jean-René. Peux-tu nous faire part aujourd'hui de ton analyse et de tes propositions? Oui, merci et merci Dominique, d'avoir répondu favorablement à ma proposition de créer un groupe de travail sur les départements en difficulté, ruraux pour la plupart, mais pas seulement. Quelques départements urbains ont également de grandes difficultés financières parce qu'ils ont des restes à charge extrêmement importants. Et merci parce que cela m'a permis de travailler dans le cadre de la commission des finances, de travailler sur une problématique qui est malheureusement la problématique majeure dont on parle à tous les congrès ADF, année après année, mais c'est une problématique qui malheureusement prend de l'ampleur et ce matin ça a été au centre des interventions aussi. Et en 2 mots, je voudrais juste replacer le contexte, vous le connaissez tous, mais nous sommes dans un cadre général qui est un cadre général de tensions financières et budgétaires pour les collectivités territoriales, parce que baisse de dotation, parce que baisse des ressources aussi, parce que les attentes de nos concitoyens sont de plus en plus importantes. Ça, ce sont les collectivités, le groupe communal et les régions. Pour les départements, il y a ces difficultés-là, mais il y a en plus la non-compensation des restes à charge par l'État qui nous met dans une situation particulière. Et nous devrions d'ailleurs, dans le cadre de la contractualisation, enfin, voilà, ce qui est proposé par le gouvernement, je pense que nous devrions appuyer sur le fait que nous sommes une collectivité à part, parce que la baisse des dotations dans mon département ne me pose aucun problème. Ne me poserait aucun problème, c'est 16 millions d'euros, si l'État compensait ses restes à charge. Mais sincèrement, et je crois que vous êtes quasiment tous dans ce même cas, les économies, nous savons les faire, nous les avons faites, et cette situation particulière doit être prise en charge, me semble-t-il. Donc les départements, une situation à part. Et au sein des départements, des situations à part aussi. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui sont, et je ne veux surtout pas les opposer, au contraire,
Il y a des départements qui sont des territoires en développement et d'autres, je dirais, qui sont des territoires en voie de sous-développement. Le mot est fort, mais il correspond quelque part à une réalité. Les territoires ruraux qui ont peu de ressources, peu de capacités, donc qui ont des restes à charge importants, vivent aujourd'hui, enfin c'est ce que je vis moi, avec la situation qui nous est faite, l'obligation de réduire nos interventions publiques, nos interventions en termes de soutien au bloc communal, au bloc intercommunal, d'intervention auprès des territoires et nous ne pouvons plus agir en termes d'aménagement du territoire comme nous le faisions auparavant. Et ce faisant, nous nourrissons le cycle de l'appauvrissement plutôt que de nourrir un cycle bénéfique de l'investissement. Nous avons réduit notre investissement de manière sensible, même si nous sommes tous confrontés à cette problématique-là. Mes amis, présidents de départements disposant d'une métropole, je pense à Jean-Luc Lez, qui est mon voisin et qui préside le département de la Gironde, avec lequel je travaille vraiment en toute amitié et en vrai partenariat. Nous avons des situations, et je lui dis souvent, extrêmement différentes. Mes collégiens ne sont pas logés à la même enseigne que les collégiens de la Gironde ou de la Haute-Garonne, pour parler de ma région, parce que nos capacités, nos moyens ne sont pas les mêmes. Il y a là une fracture territoriale qui s'accélère et qui est dramatique et que pour ma part, je vis absolument dramatiquement et cela me révolte. Cela me révolte et donc c'est pour cela que j'ai proposé qu'il y ait un travail spécifique sur les départements ruraux, sur les départements en grande difficulté financière, parce que ces départements cumulent plusieurs handicaps. Ils cumulent les handicaps du reste à charge des AIS, qui est parfois plus élevé. Moi, j'ai à la fois du RSA et de l'APA très, très élevés, avec des taux de pauvreté importants. Le handicap d'une dynamique de ressources propres faible. Les droits de mutation chez moi augmentent très peu. Quand en 2016 ils ont augmenté de 4% et c'était une bonne année, chez Jean-Luc ils ont augmenté de 27%, comme dans la plupart des grands départements où il y a des métropoles importantes. Et le foncier bâti, même chose. Les bases diminuent en Lot-et-Garonne, alors que dans d'autres départements, elles augmentent et tout cela entraîne un cercle vicieux de l'appauvrissement. Il y a une faiblesse des revenus des ménages. Voilà, une volatilité plus grande de la CVAE dans nos petits départements. Et donc, ça, comme je le disais, tout cela inscrit les territoires ruraux dans une trajectoire d'appauvrissement qui nous amène à une triple peine. La triple peine, c'est, je le disais, la réduction des politiques publiques sur les territoires. C'est une fiscalité élevée, c'est ce qui me révolte le plus. Je me suis mis en situation financière un peu difficile parce que je n'ai pas voulu augmenter la fiscalité. J'ai tenu pendant 8 ans parce que le département du Lot-et-Garonne, comme la plupart des départements ruraux, avait une fiscalité élevée, un taux de 22,5%. J'ai été obligé de l'augmenter. Là, j'étais devant la Chambre régionale des comptes, parce que en 2017, dans mon budget, j'ai inscrit une ligne budgétaire de 20 millions d'euros pour équilibrer mon budget. Et cette ligne budgétaire, sa définition, c'était dotation exceptionnelle de l'État. Vous imaginez que j'ai rencontré tous les ministres, premiers ministres concernés de l'ancien gouvernement et que malheureusement, en mars, au moment de voter le budget, la ligne a été inscrite, mais elle n'a pas été pourvue. Donc, Chambre régionale des comptes, avec nécessité d'aller encore plus fort dans la baisse de nos politiques publiques et d'augmenter la fiscalité. Et c'est pour cela que je suis vraiment révolté, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. J'ai aujourd'hui un taux de fiscalité qui est de foncier bâti qui est de 27%. Je vais arriver dans le top 10 des départements avec le plus fort taux de fiscalité. Je voudrais vous rappeler que les 10 départements qui ont les taux les plus élevés sont des départements ruraux parmi les plus pauvres, entre 25 et 33% de taux, et que les 10 départements parmi les plus riches ont des taux entre 5 et 10%. Voilà.
C'est le tableau de la France inégale qu'il faudra réformer demain. Donc, groupe de travail, nous avons eu pas mal de réunions, l'appui d'un bureau d'études, et nous sommes basés, même si sur le principe, je le rappelle, moi je suis plutôt favorable à une recentralisation du RSA, mais je suis pragmatique. Je sais qu'aujourd'hui, on a peu de chances d'obtenir cela et d'une manière efficiente. Donc je suis pragmatique et je m'appuie sur les éléments sur lesquels nous pouvons avancer, et notamment le travail qui a été fait par Jean-René Le Cerf et ton collègue Dagbert. Nous sommes appuyés sur ce travail qui était de proposer à l'État une répartition, enfin une prise en charge des restes à charge par l'État sur la base, vous connaissez tous cette proposition, sur la base de le fait que l'on assume les AIS pour ce qui correspond à la moyenne des AIS, et tout ce qui est au-dessus un reste à charge supérieur à la moyenne des AIS, eh bien, serait pris en charge par l'État. Et donc nous avons voulu approfondir un peu ce travail qui avait été fait en proposant un indice synthétique qui introduit le potentiel fiscal, qui introduit le revenu par habitant et le taux de fiscalité, le taux de foncier bâti. Ce sont des paramètres qui permettent de mieux orienter le soutien ou la compensation plutôt vers les territoires les plus pauvres. Et donc nous avons là établi des tableaux que vous avez tous eus et qui nous permettent d'avancer. Et cette proposition, là aujourd'hui, c'est une proposition de péréquation horizontale qui serait assumée par l'État, une enveloppe d'1 milliard d'euros, une péréquation verticale, qui serait assumée par l'État, une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros. Mais à cette péréquation verticale, nous souhaiterions, et la Commission l'a adopté, y ajouter une péréquation horizontale, c'est-à-dire aller un peu plus loin dans le cadre de ce qui a été fait par le gouvernement Valls, c'est cette péréquation sur les droits de mutation, parce que la péréquation verticale ne résout pas tous les problèmes, et notamment les problèmes des départements les plus pauvres ou ceux qui ont des taux de reste à charge très importants. Donc nous sommes mis d'accord pour vous proposer ces mesures-là, avec, à côté de cette péréquation horizontale et verticale, une proposition claire aussi auprès du gouvernement, c'est que ces AIS soient prises en charge, qu'on bénéficie d'une part de CSG, un financement dynamique, même si nous venons de voir dans les tableaux les graphiques qui nous ont été présentés tout à l'heure, que malheureusement la croissance de la CSG est moindre que la croissance des AIS. Mais encore, c'est une croissance et non pas ce que nous vivons tous les jours, une forte décroissance des compensations. Nous avons aussi posé un préalable, voire 2 préalables. Pas de discussion s'il n'y a pas de dotation exceptionnelle cette année, de dotation d'urgence pour les départements, pour ceux qui sont en grande difficulté, et nous souhaitons en sortir de ces dotations d'urgence. Et le deuxième préalable, c'est que le gouvernement clarifie sa position sur les AIS, sur les restes à charge, qu'il soit dans une position de contrat qui nous permette d'y voir un peu plus clair. Et sous ces réserves, bien sûr, nous sommes disposés, Dominique, à avancer pour faire en sorte que notre situation financière globale s'améliore et qu'encore une fois, cette France, et j'en termine par là, cette France qui n'est plus à 2 vitesses, je l'ai dit lorsque le président nous a reçus, ça n'est plus une France à 2 vitesses, c'est une France qui diverge. Je le vis, je le perçois comme cela. Quand on voit ici, nous sommes reçus d'une manière exceptionnelle ici à Marseille, quand on voit l'investissement, les capacités d'investissement, les capacités à faire du département
dans cet espace métropolitain et dans ce département. Et quand je vois dans mon département de Lot-et-Garonne 330 000 habitants avec un budget de 400 millions d'euros, où nous sommes en perpétuelle réduction de nos politiques publiques, réduction de notre investissement, de notre soutien aux associations, aux acteurs locaux, je me dis, nous ne vivrons pas dans le même monde, il faut qu'on en sorte vite. Merci beaucoup, Pierre. Merci du travail que tu as piloté. Alors, tout ça a fait l'objet de débats au sein de la Commission des Finances, dont Jean-René peut aujourd'hui nous donner la substantifique moelle. Merci beaucoup. Ça marche. Très bien. Il faudra observer que j'en ai vu quand même quelques-uns et quelques-unes, pas de discrimination, qui fermaient les yeux, mais très peu. Donc je ne donnerai pas effectivement la liste à Dominique. Je vais essayer d'être très concret, d'être très pragmatique, parce que on est beaucoup, j'écoutais avec beaucoup d'attention Michel Kopfer tout à l'heure, on est beaucoup à tenter d'élaborer nos budgets année après année. La visibilité, elle est tellement courte que si on vit encore effectivement l'année prochaine et l'année d'après, on a déjà effectivement une première grande satisfaction. J'ai été un peu surpris également lorsque on a eu la première réunion des départements en difficulté avec Pierre, de voir le nombre de départements qui étaient représentés, dont certains ne passent pas pour être réellement des départements en situation de grande difficulté, mais qui se ressentaient donc également dans ce type de situation. Finalement, on va d'ailleurs transformer la commission des finances en commission des départements en grande difficulté, parce qu'il y aura plus de monde présent que lors des réunions classiques. Ce qui est aussi quand même quelque part un indice. Alors je voudrais aussi commencer par dire ce que je disais au président de la République lorsqu'on l'a rencontré peu de temps après son élection, avec quelques collègues de l'ADF et avec Dominique Bussereau. Je lui disais, Monsieur le Président, nous ne sommes pas le cœur des pleureuses. Nous ne sommes pas le cœur des pleureuses. Nous, départements, nous avons la conscience fondamentale d'être l'assurance-vie de la démocratie et de la République. À qui s'adressent ceux qui n'ont plus personne à qui s'adresser? À qui s'adressent ceux qui sont les plus fragiles? Si ce n'est en partie aux centres communaux d'action sociale des communes et aux unités territoriales de nos départements. Toutes les autres portes, un peu à la fois, se sont fermées, y compris celle de la CAF, qui n'est plus qu'entrouverte, si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes donc là pour assurer, pour faire respecter le pacte social sans lequel il n'y a pas de République et il n'y a pas de démocratie. Alors bien sûr, les revendications qui sont maintenant les nôtres et qui nous paraissent des revendications parfaitement légitimes, ce n'est pas des revendications pour nos départements en premier lieu. Ce sont des revendications en premier lieu pour assurer le pacte social et le vouloir vivre ensemble dans notre pays. Et je pense que c'était important d'en faire d'abord la remarque. Après, j'ai été un peu surpris par cette première rencontre avec le président de la République. J'en ai eu une autre après à Amiens qui a confirmé la première. Un peu surpris par le fait que, dans la conversation, il nous dit, je ne vous garantis pas effectivement à la virgule près, mais le sens, il est tout à fait là, il nous dit, mais au fait, pourquoi vous avez refusé la recentralisation, pourquoi ça s'est mal passé, grosso modo? Et j'ai dit, Monsieur le Président, on a refusé la recentralisation parce que le terme de recentralisation était un mot totalement illusoire. Qu'est-ce qu'on nous avait proposé sur la recentralisation du financement du RSA? Puisqu'à l'époque, nous étions sur cette logique. Je pense d'ailleurs que c'était une erreur qu'on soit sur cette seule logique. Mais c'est pas grave de se tromper à condition de corriger des erreurs. Et je lui réexplique ce qu'il devait savoir, mais il feignait sur ce point la surprise. Je lui réexplique que nous aurions été amenés, si nous avions accepté la proposition à l'époque du gouvernement de Manuel Valls, nous aurions été amenés sur nos comptes administratifs 2016 à verser à tout jamais le reste à charge du RSA. Vous, département X, je ne vais pas donner de nom, vous n'avez pas de reste à charge, c'est très bien, vous êtes un bon élève, vous n'en aurez jamais. Vous, département Y ou département du Nord, par exemple, que je connais un peu mieux que les autres, vous avez près de 300 millions de reste à charge, vous allez nous faire un chèque tous les ans des 300 millions avant de commencer à équilibrer votre budget. Autrement dit, on sanctuarisait, ou si vous préférez, on fossilisait les écarts de richesse ou les écarts de pauvreté entre départements. C'était pour moi d'une iniquité totale. Et j'ajoute qu'on avait à l'époque posé une question saugrenue consistant à dire
s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y aura pas une clause de retour à meilleure fortune? Supposons effectivement que le retour de la croissance, supposons surtout que le caractère de plus en plus actif et volontariste des politiques des départements vis-à-vis du retour à l'emploi des allocataires du RSA nous permettent de diminuer le nombre d'allocataires, tout simplement parce qu'on aura aidé à leur retour dans une ville professionnelle. Est-ce que ça nous sera pris en compte? La réponse a été, je suis désolé de le dire, négative. Nous n'avions donc aucune raison d'accepter cette pseudo-recentralisation qui n'arrangeait effectivement aucun problème. Et le président nous repropose une recentralisation du financement des allocations individuelles de solidarité. Tentez de dire, on nous a déjà fait le coup, Monsieur le Président. Il faudrait peut-être essayer de penser à autre chose. Et c'est une première chose que je tiens à vous dire, parce qu'on n'arrivera jamais à être unanime à 100%. La recherche d'une unanimité à 100%, à mon avis, c'est une manière d'être faible vis-à-vis effectivement du rapport de force. Parce que ce sera toujours un rapport de force avec le gouvernement. Ça peut être un rapport de force amical, mais c'est quand même un rapport de force. Je pense que la première décision qui a été prise en commission des finances, d'une manière claire, c'est de dire nous ne réclamons plus la recentralisation du financement des allocations de solidarité. Lorsque le président l'avait proposé, je lui dis, Monsieur le Président, ça va faire plus de 4 milliards d'euros tous les ans que l'État devra mettre sur la table. Je pensais au fond de moi, déjà vous ne pouvez pas nous filer 1 milliard d'euros pour le canal Seine-Nord-Europe une fois pour toutes. Comment ferez-vous tous les ans pour avancer effectivement 4 milliards et demi? Je crois que la première raison, c'est que c'est impossible, cette recentralisation. La seconde raison, c'est que nous sommes mieux placés que l'État, de par notre proximité, pour faire jouer, là je garde l'exemple du RSA, pour faire jouer effectivement la volonté, le volontarisme de la remise à l'emploi. Je disais au Président, Monsieur le Président, j'ai plus de compétences économiques, la loi NOTRe nous a retiré les compétences économiques, mais mes collègues présidents de département et moi-même, on passe plus de temps auprès des chefs d'entreprise qu'on n'en a jamais passé. Moi, je vais voir Toyota, je vais voir PSA, je vais voir Renault, comme ça je ne fais pas de publicité, mais c'est effectivement les 3 grandes entreprises d'automobiles dans mon département. Je vais voir la chambre des métiers, je vais voir la chambre de commerce, je vais voir la chambre d'agriculture, je vais voir Amazon, je vais voir les grandes entreprises comme les petites entreprises pour leur demander de mettre en place une forme de discrimination positive à l'égard des allocataires du RSA. Et ma première surprise, et elle est très bonne, c'est que ça marche. C'est que le monde de l'entreprise joue le jeu. Le monde de l'entreprise joue le jeu, il accepte de travailler avec les travailleurs sociaux, il accepte de former les travailleurs sociaux aux réalités de l'entreprise, et inversement de se laisser former par les travailleurs sociaux aux réalités des personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis un certain nombre d'années. Mais je dis ça, Monsieur le Président, on ne pourrait pas le faire, parce que vous avez bien d'autres responsabilités, effectivement, à assumer. Donc, on est mieux placé pour le faire. Ce que l'on veut simplement, c'est que l'État exerce son rôle, qui est un rôle régalien, unique, de péréquation entre les uns et les autres, et que cette péréquation, autant que faire se peut, elle se fasse effectivement de manière verticale. Et j'en reviens à l'histoire de ce qu'on appelle fort gentiment la proposition d'Agbert Le Serre. Je rends à César ce qui appartient à César, d'ailleurs. C'est plus une proposition de Michel Dagbert que j'avais entérinée parce que Michel était venu me voir. Je suis son voisin, Michel Dagbert, Pas-de-Calais, et moi, effectivement, de Nord, en me disant, écoute, si on fait une proposition, moi, président de gauche, toi, président de la droite et du centre, ça aura encore davantage de poids vis-à-vis des uns et des autres. Et j'avais été séduit par, j'ai quasi un scrupule à vous le dire, par la simplicité de sa proposition. Sa proposition, bon, elle était trop simple, et depuis on l'a retravaillée, Pierre en parlait tout à l'heure, mais la simplicité de sa proposition, c'était de dire, d'abord soyons modestes, on ne cherche pas une solution miracle pour tous les problèmes des départements. On cherche une proposition qui concerne les dépenses départementales et pas les recettes départementales, et on cherche une proposition qui concerne les AIS, rien que les AIS, mais toutes les AIS. Et c'est là que je crois qu'il y avait un premier progrès. Le RSA n'est plus notre seule préoccupation. L'APA est une préoccupation de même importance que le RSA, parce qu'il y a un certain nombre d'entre vous, mes chers collègues, pour lesquels l'APA a autant d'importance, parfois davantage, que le revenu de solidarité active. Et la PCH, dont on parle moins, mais qui dans mon département augmente de 13% tous les ans, devient également une préoccupation effectivement particulièrement importante. Donc on s'était dit,
l'idée de Michel consistait à dire, c'est pas compliqué, on va faire, Pierre vous l'expliquait tout à l'heure, mais je répète pour ceux qui fermaient les yeux à ce moment-là, on va calculer la moyenne des dépenses de RSA par habitant. La moyenne des dépenses de RSA par habitant et par département. Et on va comparer cette moyenne avec la moyenne nationale. Tout ce qui est inférieur à la moyenne, les départements le conservent. Tout ce qui est supérieur à la moyenne, va être pris en compte par cette péréquation verticale de l'État. Et on s'est rendu compte, dans les estimations qui étaient faites, que l'on n'arrivait pas à des sommes incommensurables, que l'on n'arrivait pas à des sommes inatteignables pour l'État. On était effectivement dans une problématique qui était une problématique de prendre en compte allocation de solidarité par allocation de solidarité, ces fameux écarts à la moyenne. On était dans une problématique qui était légèrement inférieure, effectivement, aux milliards d'euros annuellement. Je signale quand même que le précédent gouvernement nous avait dit, lorsqu'il proposait sa, entre guillemets, recentralisation du financement du RSA, qu'il était prêt à mettre sur la table, dès l'année suivante, donc dès 2017, la somme de 700 millions. De 700 millions pour une politique qui a été une emplâtre sur une jambe de bois. On passe à une dépense de l'ordre, certainement un petit peu moins, d'1 milliard, pour cette fois-ci retrouver de la visibilité sur nos moyens départementaux et sur les politiques départementales. En plus, on ne demande rien à d'autres que l'État. Les départements qui se portent mieux que nous, tant mieux pour eux, on n'est pas jaloux. Mais ces départements-là, tout simplement, ils n'auront pas d'aide. Mais ce n'est pas eux qui contribueront à cette aide sur le financement des allocations individuelles de solidarité. Alors au début, c'était trop simple, si vous voulez, la proposition d'Agbert Le Serre, on l'a un peu structurée. C'est-à-dire que d'une part, on a fait rentrer en ligne de compte les accords Matignon de 2013. On a fait rentrer en ligne de compte donc les frais de gestion du foncier bâti qui a été passé les frais de gestion d'État passés au département. On a fait rentrer en ligne de compte également le fonds de solidarité alimenté par un prélèvement sur les DMTO et donnant cette fois-ci un peu plus de crédibilité à nos propositions. Et puis, à la demande notamment de Pierre, dans la volonté d'améliorer le dispositif, on y a fait rentrer effectivement le potentiel financier, les ressources par habitant, l'effort fiscal, et on est prêt à imaginer effectivement d'autres techniques qui rendraient plus juste encore, plus équitable cette proposition, mais proposition autour de laquelle on tourne maintenant depuis plus d'1 an, puisque je rappelle qu'à Poitiers, elle avait déjà été, dans une large mesure, adoptée par une unanimité, même si on a été prudent dans la rédaction de la motion, plus prudent peut-être que cette année, mais adopté par l'unanimité des départements présents. Encore une fois, cette solution, elle n'est pas une solution miraculeuse, elle ne concerne que le problème des dépenses, elle ne concerne dans les dépenses que les allocations individuelles de solidarité, mais elle a aussi le mérite de sa clarté, de sa simplicité et de sa supportabilité par l'État s'il le souhaite. Alors bien sûr, l'État nous fera des contre-propositions, mais on est là pour ça, pour en discuter, pour dialoguer. Par exemple, je ne veux pas lui donner trop d'idées, mais il y en a une qui l'aura tout de suite, qui consiste à dire, attention, pas d'effet d'aubaine. Celui qui dépasse la moyenne sur une AIS, il va se dire, je peux y aller, puisque je dépasse la moyenne, je vais dépenser davantage, et c'est l'État qui prendra en compte. Il est évident que là aussi, il y aura une année de référence, et on va se battre à contre-emploi. Autrefois, on se battait pour que l'année de référence, ça soit 2014 et pas 2016. Là, on se battra pour que ce soit l'État se battra pour que ce soit 2016 et pas 2014. Mais bon, tout ça, ça me paraît effectivement plus accessoire. Pour être totalement, pas exhaustif, mais totalement précis, il faut dire qu'effectivement, avec cette réforme, nous laissons des collègues sur le bord du chemin. Il y a des collègues, notamment dans les petits départements, dont les problèmes actuellement ne viennent pas du fait que leurs allocations individuelles de solidarité débordent largement la moyenne. Ils viennent tout simplement du fait qu'ils ont un problème au niveau des recettes. Il y aura donc effectivement un problème de recettes que nous devrons également aborder. Ce problème de recettes, il peut relever des deux solidarités, la solidarité verticale et la solidarité horizontale. Moi, j'ai pris mon département en exemple, le Nord. Le Nord a été, pendant un temps, le seul département qui ne prévoyait pas à son budget le financement de 12 mois de RSA. Quand j'ai repris le département, c'était en 2015, il prévoyait 11 mois de RSA et c'était su et connu. Le trou, c'était 60 millions.
Le trou, il existe toujours. Simplement, un peu à la fois, grâce au fonds d'urgence, d'où nécessité du fonds d'urgence, grâce au DMTO, là où elle se porte pas mal, j'arrive en budget supplémentaire à financer un 12e mois. Alors j'ai toujours un mois de retard, mais je finance un mois de décembre de l'année d'avant et 11 mois effectivement de l'année qui vient. Tout ça pour vous dire que l'extrême difficulté dans laquelle nous nous trouvons est une difficulté qui est pérenne. C'est une difficulté qui n'a pas été corrigée par le fonds d'urgence. Mais le fonds d'urgence est une aide dont on a bien besoin. Je lisais un de nos grands penseurs qui disait récemment que quand on crève, on a besoin d'une rustine. Ça a servi effectivement de rustine indispensable. Et je disais aussi lors du comité des finances locales aux ministres qui étaient présents, qui étaient Gérald Darmanin et Jacqueline Gouraud, je leur disais effectivement que nous tous, on souhaite qu'il n'y ait plus de fonds d'urgence. Mais on souhaite qu'il n'y ait plus de fonds d'urgence le jour où il aura été remplacé par une politique pérenne qui nous permettra effectivement d'équilibrer d'une manière sereine et avec une visibilité nos budgets. Alors je tremblais quand même encore un peu plus, mais généralement quand j'écoute Michel Kopfer, d'abord je suis passionné, mais je tremble aussi. Lorsque j'entendais parler effectivement d'une part de CSG, jusque-là moi j'y vois qu'avantage, et puis c'est quand même assez piquant qu'en comité de finances locales, quelle est la personne qui nous a dit « Vous devriez, vous, département, réclamer une part de CSG ?» C'est Jacqueline Gouraud. Jacqueline Gouraud, qui est une vieille amie, moi j'étais avec elle au Sénat pendant très longtemps, mais que ce soit le gouvernement qui vienne nous dire « Bon, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là », mais à la condition, bien évidemment, que ce ne soit pas un échange entre le foncier bâti d'un côté et la CSG de l'autre. Sinon, effectivement, j'estimerais que l'on se moque de nous. Voilà, mes chers collègues, les quelques points que je souhaitais aborder avec vous. Merci. Merci Jean-René. Tu l'as fait de manière brillante et claire. Je crois que ton raisonnement, chacun d'entre nous pouvait le suivre à la lettre. En résumé, avant de vous donner la parole et que ensuite Jacques Mézard, qui est déjà arrivé, nous rejoigne, c'est la position que vous avez trouvée dans la motion commune, qui a été présentée ce matin par les deux présidents du groupe DCI, droite, centre indépendant et groupe de gauche, André Viola et François Sauvadet qui est avec nous. Et c'est là-dessus que nous allons, si demain le Premier ministre, à cet endroit, nous annonce l'ouverture des négociations que le Président de la République nous a promis, c'est là-dessus qu'on va aller travailler avec Jean-René, avec Pierre, avec Frédéric, président de la Commission des Affaires sociales. C'est là-dessus qu'on va aller négocier avec le gouvernement si demain le Premier ministre annonce, comme nous l'avons demandé instamment toute la matinée et depuis des mois, l'ouverture de négociations sur le financement des allocations individuelles de solidarité. Voilà pour cette table ronde sur les enjeux financiers des départements qui se tenait cet après-midi au Théâtre de la Criée. Retour en direct sur le plateau de Public Sénat en compagnie de la ministre Jacqueline Gouraud. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors on entend depuis ce matin des présidents de départements inquiets, en colère. Que doit faire le gouvernement pour calmer leur colère, pour renouer le lien avec les présidents de départements? Les présidents de département sont inquiets à juste titre. Et ils ne le sont pas depuis la victoire d'Emmanuel Macron. Ils le sont depuis de longues années, puisque les dépenses au fonds social dont ils ont la charge n'ont cessé d'augmenter. Il y a eu un effet ciseau, si je puis dire, entre les recettes et les dépenses. Et aujourd'hui, effectivement, leurs finances sont mises à mal, d'autant plus qu'une autre dépense a considérablement augmenté, à savoir l'accueil des mineurs non accompagnés. Vous savez que dans notre pays, malheureusement, je dirais, le nombre de mineurs non accompagnés a beaucoup augmenté. Il va presque 25 000 cette année. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va presque doubler en 2 ans et demi. Et au nom, bien sûr, de la politique de l'accueil de l'enfance qui dépend des départements, même si ce sont des enfants étrangers, le devoir est d'accueillir ces enfants. C'est des dépenses qui sont très importantes aussi. 1 milliard d'euros pour les départements. Alors, Édouard Philippe, le Premier ministre, doit faire des annonces sur ce sujet demain matin. Il doit annoncer un plan de gestion. Est-ce que ce plan sera à la hauteur des difficultés rencontrées par les départements? Eh bien, écoutez, je l'espère. Et en tout cas, le gouvernement est très conscient des difficultés
des départements dans ce domaine. Le président de la République, il y a quelques jours, a même rappelé qu'il y avait une mission régalienne sur l'accueil des migrants non accompagnés et que donc l'État devait accompagner les départements. L'État accompagne déjà les départements, mais pas à la hauteur du coût que cela fait porter sur les départements, même s'il y a quelques jours, la ministre de la Santé et la ministre de la Justice ont déjà annoncé une augmentation de l'enveloppe pour faire face, je dirais, aux dépenses de 2017. Là, je ne parle pas du budget 2018, mais une rallonge de 6 millions d'euros a été décidée pour effectivement que les départements reçoivent des paiements immédiatement. Et puis, vous savez, il y a aussi, puisque je parle d'une compétence régalienne, la responsabilité de l'État sur, je dirais, le contrôle de flux de migrants et essayer de lutter aussi contre les réseaux mafieux qui existent et qui... Et l'État prendra ses responsabilités dans ce domaine ? Il faut effectivement faire en sorte d'essayer de, comment dire, de mieux contrôler et surtout d'essayer de, comment dire, de trouver le moyen de démembrer ces réseaux qui profitent du malheur de ces enfants. Alors, avec aussi peut-être un bémol qu'il faut dire, c'est que quand on regarde de près, il y a à peu près entre 40 et 50% de MNA, comme on dit, des mineurs non accompagnés, qui en réalité ne sont plus des mineurs aussi. Donc, le président de la République a fait un discours hier sur la sécurité et sur la nécessaire fermeté aussi par rapport aux migrations clandestines. Alors Jacqueline Gouraud, l'autre sujet qui préoccupe les départements, ce sont les allocations individuelles de solidarité, au premier rang desquelles le RSA. Les négociations devraient reprendre avec le gouvernement, entre le gouvernement et les départements sur ce sujet. Emmanuel Macron est plutôt pour une recentralisation. C'est en tout cas ce qu'il a dit lors de la conférence nationale des territoires. Les départements ne le souhaitent pas. Sur quelle base vont reprendre ces négociations ? Bien, je pense que d'abord, le gouvernement, d'une manière générale, a proposé aux départements la conférence nationale des territoires, comme lieu de discussion sur le problème des AIS, mais le problème en général, toutes les questions que se pose le département. Je crois que c'est très important d'avoir une instance permanente de dialogue. Et je sais que les départements sont prêts à y participer. Alors, sur le RSA, l'ancien gouvernement était presque arrivé à un accord, mais finalement ça a échoué. Il faut donc remettre ce travail en chantier. Et j'ai entendu que les départements ont fait des déclarations en disant que finalement ils étaient contre la remontée, si je puis dire, la recentralisation. Du RSA, ce qui n'était pas le cas quand les négociations ont commencé. Je dirais les départements étaient partagés à 50-50. Aujourd'hui, ils semblent tous sur cette ligne. Il faut en parler à l'intérieur et je suis sûr qu'on trouvera... Le gouvernement suivra ? Je suis sûr qu'on trouvera un point d'accord. C'est évident. Entre gens de bonne volonté, quand d'un côté et de l'autre, on accepte le dialogue, c'est quelque chose de très important pour traiter la réalité des problèmes. Et je note d'ailleurs que ceux qui refusent le dialogue, c'est que finalement, ils ne doivent pas avoir tant de problèmes à traiter, parce qu'autrement, ils accepteraient le dialogue. Vous parlez des régions ? Je ne sais pas, vous voyez. Les départements menacent également de ne pas signer le pacte financier, un pacte qui demande, l'État en tout cas voudrait contractualiser avec les 319 plus grandes collectivités pour limiter la hausse de leurs dépenses à 1,2%. Est-ce que ce chiffre de 1,2%, il est tenable pour les départements ? D'abord, c'est une indication de moindres dépenses, c'est ça qui est à noter, mais les départements ont les problèmes particuliers dont on vient de parler, n'est-ce pas ? Avec par exemple les MNA qui fait des augmentations très importantes, il est absolument évident qu'il faudra prendre ces facteurs en cause. Donc ce chiffre de 1,2% pourrait augmenter pour les départements. Edouard Philippe pourrait peut-être annoncer ça demain matin. Vous verrez, mais on ne peut pas... D'ailleurs, le principe, c'est de traiter collectivité par collectivité. Donc c'est bien la preuve qu'on veut tenir compte des situations de chaque collectivité.
et donc à l'intérieur des collectivités de la strate des départements, et en précisant, et j'en ai souvent parlé avec le président de l'ADF, tous les départements ne sont pas au même niveau de difficulté. Il faudra tenir compte aussi, il y a des départements qui reçoivent moins de mineurs isolés, il y a des départements qui ont plus de RSA et d'autres plus l'APA. Il faut tenir compte de la lourdeur de leurs charges pour bien accompagner ce programme de modération des dépenses. Merci beaucoup Jacqueline Gouraud. On verra donc ce que dit Édouard Philippe demain matin puisqu'il sera présent à Marseille devant les présidents de département. Un discours à suivre en direct sur Public Sénat à partir de midi. On se retrouve dès 10h30 demain matin. Vous suivrez également le discours de Jean-Michel Blanquer. Tout de suite, c'est l'heure de l'épreuve de vérité présentée par Michel Grossueur. Il reçoit Mounir Majoubi, le secrétaire d'État en charge du numérique. Très bonne soirée à tous et à demain.